Nous allons parler d'une plateforme de solutions connectées pour le bien vieillir, aussi bien en établissement, prise en service senior, EHPAD, et à domicile, notamment dans le maintien à un domicile renforcé et coordonné avec Carole Zizagara, qui est la CEO de Télégraphique. Bonjour Carole. Bonjour Frédéric. Peut-être vous présenter, puis présenter Télégraphique, la jeunesse peut-être, parce que je connais Télégraphique depuis pas mal d'années, puis après on va parler du sujet. Eh bien, Télégraphique existe depuis 2013. On est une équipe de 14 personnes. On est à Toulouse et en région parisienne. Et on couvre la France entière et puis quelques pays limitrophes avec notre plateforme qui est là pour fournir l'ensemble des solutions connectées essentielles au bien vieillir. Donc, nos solutions connectées, elles permettent quoi? Elles permettent de sécuriser les personnes qui vieillissent, les résidents en chambre d'EHPAD ou en appartement en résidence senior ou des bénéficiaires à domicile dans le cadre de dispositifs de maintien à domicile. Elle permet également, notre plateforme, de prévenir la perte d'autonomie. On parle beaucoup d'éviter les chutes, d'agir en amont d'une dégradation d'état de santé et en croisant des données de solutions connectées qui équipent le logement d'une personne, on est capable à distance de voir beaucoup de choses. Et puis, on va être sur tout ce qui est information et coordination des professionnels soignants. Et on est une entreprise qui est vraiment en B2B. On s'adresse aux professionnels, on ne fait pas de B2C. Et on est une entreprise de logiciels. Notre produit, c'est une plateforme qui est sur le cloud, qui est en hébergement données de santé et qui va être capable de parler avec des capteurs communicants installés dans les habitations ou dans les chambres et en sortie d'envoyer des alertes ou d'informer sur ce qui se passe les professionnels de soins et d'accompagnement. Quand on dit solution connectée et capteur, c'est la même chose. Un capteur, c'est une solution connectée, pour ceux qui nous suivent. Alors, pour faire une solution connectée, il faut un capteur qui envoie les données à distance et après, il faut analyser les données. Donc, c'est bien D'accord, le capteur plus la plateforme qui fait d'accord, qu'on a une solution connectée. En d'accord. EHPAD, par exemple, on a une solution connectée qui est un lit connecté, un capteur de lit connecté. Et c'est vraiment l'industriel qui a fait le capteur qui porte une offre, mais qui est opérée par la plateforme télégraphique pour faire en sorte que ce capteur, il envoie des alertes aux aides-soignantes de nuit à 2 heures du matin si quelqu'un n'est plus dans son lit depuis plus de 20 minutes. Donc, on est D'accord. bien dans de l'actimétrie et de l'analyse de données à distance. Et ce qui est Ouais. d'autant plus intéressant quand on a une logique de plateforme, c'est qu'on peut croiser les données de plusieurs capteurs entre elles. Et quand D'accord. on croise toutes ces données, on voit beaucoup de choses. D'accord. Avant de rentrer dans le détail, parce que là, je vais même moi, je vais être perdu parce que c'était tellement large. Est-ce qu'on peut avoir des exemples de solutions connectées? Qu'est-ce qu'on peut, ou alors autrement, autrement dit, qu'est-ce qu'on peut mesurer, aussi bien en établissement qu'à domicile? Alors, en EHPAD, l'exemple classique, c'est la détection de chute en chambre. La plateforme télégraphique est compatible avec les différents dispositifs de détection de chute qu'on peut trouver dans les EHPAD, à base de caméras ou à base de capteurs 3D, nuages de points. On a des capteurs donc, qui sont installés par nos équipes dans les chambres. Et en temps réel, en permanence, le capteur analyse ce qui se passe dans la chambre. Est-ce que la personne est dans son lit? Est-ce qu'elle vient de sortir de son lit? Est-ce qu'elle est au sol? Est-ce qu'elle est partie vers sa salle de bain et n'est pas revenue depuis 20 minutes? Est-ce qu'elle a quitté la chambre par la porte d'entrée? Et notre plateforme, elle analyse toutes ces données à distance. Et s'il y a une chute, elle est en charge d'alerter le bon personnel soignant de l'étage et de vérifier que le personnel va bien dans la chambre, relever la personne en moins de 10 minutes. Et puis, elle va être aussi en charge via des interfaces, sur les ordinateurs, sur les PC des soignants, de montrer en temps réel ce qui se passe dans l'ensemble de l'établissement. Donc ça, c'est un exemple de solution connectée en EHPAD. On peut avoir plusieurs solutions connectées dans un même EHPAD. Donc on peut avoir à la fois la détection de chute en chambre et à la fois la télévigilance dans les espaces communs pour pouvoir détecter quelqu'un qui commence à se balader dans le couloir à 3 heures du matin. Donc c'est un autre exemple. En domicile, Par exemple, j'imagine quelqu'un qui fuit l'EHPAD, enfin qui sort de l'EHPAD ou qui sort d'un périmètre, j'imagine, ça c'est une autre solution, j'imagine. oui, il y a des solutions géolocalisées qui permettent de détecter qu'on franchit des zones qu'on n'est pas censé franchir. Donc, par D'accord. exemple, dans des établissements full Alzheimer, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut permettre aux résidents de déambuler comme ils le souhaitent à toute heure du jour et de la nuit, parce que leur pathologie fait que pour beaucoup, ils déambulent, il y a de l'errance. Par contre, il ne faut pas qu'ils se retrouvent dans la rue à 2 heures du matin.
Donc, il faut aussi pouvoir alerter s'ils franchissent certaines zones ou s'ils tombent dans un couloir à une heure où il n'y a personne dans ce couloir-là. Donc, on adapte vraiment les solutions connectées aux caractéristiques des résidents, des établissements ou des personnes qui sont en maintien à domicile. On ne va pas mettre les mêmes choses chez quelqu'un qui est très diminué cognitivement ou chez quelqu'un qui est beaucoup alité par rapport à quelqu'un qui est encore dynamique et qui peut continuer à sortir de chez lui. Un exemple à domicile? Alors, à domicile, les solutions connectées les plus classiques qui sont installées sont des solutions de télévigilance, de suivi d'activité à distance à base de capteurs de mouvement et de portes, complémentaires de la téléassistance qui a un interphone et souvent un déclencheur d'appel au poignet ou autour du cou. Dans ces cas-là, les capteurs de mouvement sont installés dans les endroits stratégiques de l'habitation, la zone d'entrée, la zone de repas, la zone de sommeil, la zone de vie. Grâce aux données des capteurs, on est capable, avec la plateforme télégraphique, d'apprendre à distance les habitudes de vie de la personne et en temps réel de détecter si à un moment donné, il y a une activité anormale par rapport aux habitudes de vie et donc d'alerter. Donc, quand on a une télévigilance comme ça, avec des capteurs en plus de la téléassistance, ça permet de plus sécuriser la personne. Elle va pouvoir être mieux entourée par une sorte de bulle de télévigilance, d'avoir plus d'alertes. Et aussi, ça permet de faire du prédictif et de détecter des choses qui se dégradent peut-être et qui nécessitent d'adapter le plan de soins. Quelqu'un qui n'a pas encore une aide au lever, mais qui se met à ne plus trop se lever le matin, ne plus s'hydrater, ne plus aller manger dans sa cuisine, et dont on sait que c'est quelqu'un qui va être à risque de chute, parce qu'on sait que si on commence à se dénutrir et à se déshydrater, on va être plus susceptible de chuter. Si on arrive à le détecter, on va être capable de proposer à cette personne la mise en place d'une aide au lever ou d'une aide à domicile pour le matin, faire prendre une collation et éviter peut-être une chute prochaine. Et de la même façon, on détecte très facilement des changements dans les habitudes du sommeil. Quelqu'un qui dormait bien, qui se levait une fois par nuit, quelques minutes pour aller à la salle de bain, et qui, depuis 2-3 nuits, se lève 5-6 fois, dort pas du tout bien. Et là, c'est vraiment une alerte qui va partir, qui est une alerte prévention. Ce n'est pas de l'urgence, on ne va pas envoyer les pompiers, mais qui va permettre à une coordinatrice, à une infirmière ou à la famille de vérifier s'il n'y a pas une infection urinaire, s'il n'y a pas des troubles digestifs, s'il n'y a pas un problème d'observance médicamenteuse ou de traitement à revoir. Donc voilà les exemples de capteurs qu'on a à domicile. Je disais mouvement et porte. Après, on a beaucoup d'options. En fait, ce qu'on cherche à faire, ça va être d'adapter les solutions à la situation de chacun. Selon que la personne vit seule ou en couple, selon qu'elle a un animal de compagnie, selon qu'elle a des troubles physiques ou cognitifs, qu'elle est alitée ou pas, on ne va pas proposer les mêmes dispositifs. Donc les options, ça peut être un capteur de lit, des dispositifs médicaux pour les personnes qui ont des pathologies chroniques et pour lesquelles il faut suivre peut-être la tension, la saturation, le poids, ou encore des dispositifs outdoor pour les gens qui sortent de chez eux et qui, s'ils se perdent, auront besoin qu'on aille les chercher. En établissement, qui propose votre solution? Alors, Qui fait le lien entre vous, télégraphique, et l'établissement? Alors, nous-mêmes, discutons beaucoup avec les groupements d'EHPAD autour de leurs besoins, besoins en sécurisation des résidents, besoins en solutions pour favoriser le confort de travail des personnels. On a des personnels qui sont en milieu contraint, qui ont parfois des difficultés, qui sont 2 pour la nuit, quand ils devraient être parfois 2,5 pour réussir à gérer à peu près 80 résidents en moyenne en EHPAD. On est à l'écoute des besoins sur tout ce qui est le télésuivi en santé. Est-ce que une mallette de télémédecine avec des dispositifs médicaux ferait sens? Est-ce qu'un accès à de la téléconsultation médicale ferait sens? Est-ce qu'il faut de la géolocalisation, des dispositifs portés, pas portés? Est-ce qu'on est sur un établissement Alzheimer, un établissement plus classique avec une unité protégée ou pas? Et en fonction des besoins, on va préconiser au groupe d'EHPAD ou à l'EHPAD des solutions connectées. Donc, on est beaucoup nous-mêmes en dialogue direct avec les EHPAD. On n'a pas de distributeur en France entre nous et les EHPAD. On s'adresse directement au groupement d'établissements qui, eux, pour le coup, sont très démarchés par beaucoup de solutions connectées et de dispositifs en direct, mais chacun a son dispositif. Mais il manque la plateforme.
ce qui est important à un moment donné, c'est d'avoir un one-stop shop et d'avoir une plateforme qui va donner un tableau de bord unifié, mutualisé de l'ensemble des solutions connectées qu'on va avoir dans son établissement. L'établissement, il peut aussi, le bâtiment lui-même peut aussi fournir des données. On peut vérifier la température, la qualité de l'air ou d'autres données qui sont aussi importantes pour le confort des résidents et des collaborateurs. Si je suis un directeur d'EHPAD et que je suis intéressé par… j'imagine que j'aurai quelques idées de ce que je veux mesurer, analyser. Je vais vous rencontrer, on va échanger, vous allez me donner d'autres idées. J'imagine que vous allez enrichir ma vision, vous allez peut-être l'affiner. Ensuite, vous allez réfléchir quelles solutions connectées il faudrait pour arriver à ces objectifs-là et vous allez me le proposer. Quelque part, c'est vous qui allez choisir les solutions adaptées par rapport à ce que je veux moi. Alors, si le besoin de l'EHPAD est clair et qu'il y a vraiment une solution logique en face, on va fortement préconiser celle-ci. Si quelqu'un veut faire du suivi hydrique et vraiment suivre le volume d'eau ingéré par les quelques résidents qui sont en suivi avec le médecin coordinateur, là, on prend la solution de verre connecté et c'est ça qu'on propose. Si plusieurs possibilités sont ouvertes, on va expliquer qu'il y a plusieurs options possibles. Par exemple, pour de la détection de chute, on peut choisir des systèmes avec des caméras ou on peut choisir des systèmes sans caméra, avec des capteurs de profondeur. Ça, c'est des choix stratégiques de la part des groupements d'EHPAD. De mon point de vue, les deux fonctionnent, mais ça va vraiment dépendre de la stratégie du groupement, de choisir si oui ou non ils mettent des caméras ou pas, ou des capteurs de profondeur ou pas. Et donc, moi, je vais exposer l'ensemble des options possibles et c'est vraiment le groupement d'EHPAD qui va choisir la solution qu'il souhaite souscrire. Et je n'hésiterai pas à mettre en relation, évidemment, l'EHPAD avec les fournisseurs, les fabricants des dispositifs pour que chacun puisse présenter les avantages de son dispositif et défendre son point de vue. Donc, on ne prend pas la décision à la place d'eux. On essaye plutôt de répondre aux besoins et s'il le faut, on dialogue à trois avec les fournisseurs de dispositifs. Comme nous, on n'est pas fabricant de matériel, de hardware, à la rigueur, on peut prendre n'importe lequel du marché et le faire fonctionner avec la plateforme. Alors, j'ai plein de questions, mais avant de poser des questions, il y en a plein qui viennent. Dans le domicile, même question, comment est-ce que vous faites pour arriver au domicile? Alors, on travaille pour des porteurs de dispositifs territoriaux de maintien à domicile. On est dans le cadre là de ce qu'on appelle l'EHPAD à domicile ou les dispositifs renforcés d'accompagnement à domicile. C'est assez nouveau, c'était expérimental depuis quelques années, ça rentre dans le droit commun maintenant, ça va se déployer de plus en plus en France. On sait que la massification du vieillissement elle a lieu, voilà, maintenant ça y est, enfin, on en parle depuis plusieurs années, mais d'ici 2030, les équilibres vont être revus et on sait qu'on ne va pas qu'on ne va pas proposer la solution de doubler le nombre d'EHPAD en France d'ici 2030. Ce n'est pas comme ça qu'on va faire. Donc, on va proposer massivement du maintien à domicile à des personnes qui, classiquement, devraient plutôt être institutionnalisées de par leur perte d'autonomie cognitive ou physique. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est toute la partie aide technique qui va compléter les dispositifs de soins et d'accompagnement humain. Donc, le point de départ, c'est une équipe qui se forme avec une infirmière coordinatrice, une expertise gérontologique, des équipes internes, des assistants en soins gérontologiques et puis des partenariats avec des ergothérapeutes, des infirmières libérales, des aides à domicile. Et là, il y a le côté humain qui se monte. Ils incluent le bénéficiaire dans le dispositif parce qu'il est éligible. Ça peut être, par exemple, après une sortie d'hospitalisation, au moment où la question se pose de rentrer à domicile ou de partir dans un établissement. Une fois que la personne est incluse dans le dispositif, l'équipe qui a été formée par nous va choisir quelles sont les aides techniques à installer chez la personne. La famille et la personne vont être mises à contribution aussi pour répondre aux questions et consentir à l'installation. Et puis, une fois qu'on a le go, eh bien, sous 48 heures, on va installer les dispositifs et ensuite, on fait tourner les solutions. Et nos solutions, elles sont toutes visibles dans un tableau de bord que l'infirmière coordinatrice et ses équipes consultent tous les matins et qui leur permet d'avoir en temps réel tout ce qui se passe chez l'ensemble des bénéficiaires, de savoir
voilà, s'il y a eu des alertes dans la nuit, si quelqu'un a eu une alerte prévention la veille. Et ça leur permet de mieux adapter finalement les plans de soins et d'accompagnement humain. À domicile, qu'est-ce qu'on va mesurer en priorité? Donnez peut-être des exemples qu'on comprenne bien. Alors, à domicile, comme en EHPAD, il y a le sujet de la chute, détecter la situation urgente qui nécessite de venir voir ou éventuellement même d'appeler les équipes de secours. Souvent, il y a déjà une téléassistance dans le logement. Donc, il y a un interphone, il y a un téléassisteur, il y a un dispositif au poignet, plus ou moins porté selon les typologies de personnes. Et nous, on va arriver pour compléter ce dispositif de téléassistance ou l'apporter s'il n'était pas déjà présent. Et ensuite, on va ajouter le suivi d'activité distante. Donc, c'est ce qu'on appelle l'actimétrie. C'est des capteurs dans le logement et dans le lit qui permettent à distance de voir si l'activité est normale de façon bienveillante et non intrusive, en respectant la vie privée des personnes. Et puis, s'il y a un sujet de pathologie chronique, de suivi médical, on va apporter les packs télémédecine, des dispositifs médicaux, tensiomètre, saturomètre, poids connecté. Et dans nos logiciels, on a aussi un volant téléconsultation médicale possible avec des spécialistes de proximité. La téléconsultation en France, c'est assez général. Si vous téléconsultez via des acteurs très connus comme Doctolib, vous pouvez parler à des généralistes, vous pouvez parler à des spécialistes, des sexologues, voilà, des gens pour plutôt des patients relativement jeunes. Si par contre vous cherchez des gériatres, des gérontopsychiatres, des gens spécialisés en palliatif, ils ne sont pas sur ces plateformes. Et là, via nos outils et via les ressources médicales des CHU de proximité ou des établissements de soins de proximité, on arrive à mettre dans la boucle des spécialistes du vieillissement, réellement. Avant d'aller toutes les questions que j'ai apprises, d'abord, encore une autre question. Par rapport au téléassisteur, maintenant, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à un téléassisteur? Si on part du domicile. Alors, ce Oui. qu'un téléassisteur sait bien faire, c'est proposer sa solution de son service de téléassistance en B2C. Le téléassisteur, il porte le contrat de téléassistance et il a les plateaux de téléopération avec les téléopérateurs disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Télégraphique n'a pas ces compétences-là. Télégraphique ne sait pas faire du B2C et n'a pas de plateau. Par contre, ce qu'on sait bien faire, c'est envoyer nos alertes vers tous ces téléassisteurs pour que le téléassisteur qui est présent déjà dans un logement avec son interphone et son médaillon puisse aussi recevoir des alertes d'actimétrie. Et ce qu'on sait aussi faire derrière, c'est recevoir un feedback de la part du téléassisteur qui va nous renvoyer ce qui s'est fait au moment de la levée de doute. On va recevoir le rapport de levée de doute, on va réinjecter dans notre plateforme en automatique. Notre logiciel fait ce qu'on appelle de l'analyse sémantique. On va analyser les mots qui sont dans le rapport de levée de doute, ce qui va nous permettre de classifier l'alerte. Alors, soit ça va être une alerte chute, chute avec hospitalisation, chute avec venue des pompiers, ou fausse alerte, ou malaise. Et donc, on va analyser les mots et ce qui va nous permettre dans la plateforme d'avoir ce qu'on appelle de l'auto-apprentissage et d'être toujours plus pertinent demain dans l'envoi de nouvelles alertes. Et aussi, pour les équipes coordinatrices en charge de tous ces bénéficiaires, de bien comprendre ce qui se passe. Quand on fait le point mensuel avec une équipe de coordination sur un territoire, on est capable de regarder l'ensemble des alertes qu'il y a eu. Parfois, il y a 2-3 téléassisteurs, c'est possible, pas forcément un seul chez les bénéficiaires. Et puis, de regarder ce qui s'est passé. Est-ce qu'on a dû envoyer quelqu'un sur site? Est-ce qu'à chaque fois, le bénéficiaire a répondu? Est-ce qu'on l'entend bien via l'interphone? Est-ce qu'on n'entend jamais rien? Donc, ça, voilà, c'est un service qui est avancé, mais qui s'interface avec tous ces téléassisteurs qui sont un des socles, évidemment, de la prévention des chutes et du maintien à domicile des personnes âgées. Alors, si j'ai compris, en fait, les solutions connectées développées par d'autres acteurs peuvent être branchées sur votre plateforme. Oui. En fait, alors la question, c'est si je développe une solution connectée, comment est-ce que je fais pour être connecté sur votre plateforme?
Je dois vous rencontrer, comment ça marche? Alors effectivement, souvent c'est un client qui va nous demander de nous parler parce qu'il aura détecté votre solution connectée qui lui plaît bien, qui est innovante et qui est en train de sortir, mais qui aura envie que ce soit relié à notre plateforme. Donc ça peut se faire via les clients. Soit on prend contact en direct. Si on est en 2022 et que vous développez une solution connectée, j'espère que vous la déploierez selon l'état de l'art du moment et que ce sera une solution plutôt interopérable, interfaçable, avec des API, avec des connecteurs qui permet de faire ce qu'on appelle du cloud to cloud, de se parler. Et auquel cas, après, ça peut être très, très rapide. Notre plateforme, elle est équipée de connecteurs tout autour et on a des connecteurs capteurs pour intégrer très rapidement tout nouveau capteur en entrée de la plateforme. Donc, si tant est qu'on soit d'accord et qu'il y ait une volonté commune de s'interfacer, nous, on est toujours ouvert, mais certains, voilà, déterminent quel est le bon moment pour le faire. Par exemple, ça peut être quand on a un premier client. Il ne faut peut-être pas le faire trop en avance, mais dès qu'il y a un premier client, là, ça vaut le coup. Et ben après, on le fait, on s'interface et ça fonctionne ensemble. Je précise qu'on a des connecteurs aussi pour les systèmes d'information de nos clients. En EHPAD, il y a des dossiers patients informatisés, donc il faut parler avec ces dossiers patients. Et aussi, on manipule des données de suivi de personnes fragiles à domicile. Donc, ce sont des données de e-santé et on rentre dans toutes les réglementations des données de e-santé, ce qui veut dire que demain, peut-être qu'on sera dans mon espace santé, qui est le nouvel espace santé du patient qui devient acteur de sa santé. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit compatible avec les différents logiciels de e-santé, qu'on parle les bons protocoles. Donc, on est complètement dans ces logiques de conformité à la réglementation des systèmes d'information en santé française. À domicile, le lien entre votre plateforme et les SAD, il va y avoir un lien. J'imagine que les SAD vont être prescripteurs de votre plateforme ou peut-être d'une solution connectée et ensuite de la plateforme. Alors, à domicile, souvent, le maintien à domicile renforcé coordonné, il est porté plutôt par un SIAD ou plutôt par un EHPAD plateforme ou ressources. Après, on n'est pas à l'abri que demain, ce soit des SPASAD, des SIAD et des SAD, ou des SIAD seuls qui portent, mais il faut une vraie expertise gérontologique, il faut dédier des équipes, donc ça demande toute une organisation qui correspond plutôt à une organisation qu'on trouve aujourd'hui dans les EHPAD. Et donc, si on n'est pas sur un SAD porteur, les SAD sont partenaires. C'est-à-dire que, oui, c'est eux qui viennent au domicile, au quotidien, faire un certain nombre d'actes auxiliaires de vie, aide à domicile. Là, l'interfaçage, il est, je dois dire, encore complexe. En fait, les services d'aide à domicile ont tous des logiciels différents. Il y a beaucoup de diversité de logiciels, de télégestion, de planning. Donc, c'est difficile de demander aux personnes de se connecter encore sur autre chose pour parler avec les autres acteurs. On n'a pas encore trouvé aujourd'hui les bonnes façons de faire vraiment se parler tout le monde. Parce que je pense que, par exemple, une personne âgée qui tombe à domicile, le téléassisteur est alerté, il se déplace, après vous redonnez une information à vous comme quoi il y a eu une chute, etc. L'information-là peut être pour revenir au SAD, j'imagine, à terme. Oui, dans un certain nombre de cas, ça se passe très bien. Et l'infirmière coordinatrice, qui est notre interlocutrice et qui a l'information via notre plateforme, va être en charge en fait, d'appeler les SAD partenaires pour prévenir que la dame n'est plus chez elle et que ça ne sert à rien d'y aller ce soir pour une action d'aide. D'accord. Un sujet génial, vraiment un sujet génial. Alors, autre question, l'état de l'art. Avec le recul, parce qu'en fait, vous, maintenant, vous avez une position plus de recul qui regarde le sujet, avec des solutions qui arrivent et qui sont développées. Qu'est-ce qu'on mesure correctement aujourd'hui et qu'est-ce qu'on va mesurer correctement dans 5 ans? Alors, aujourd'hui, enfin, on arrive de mieux en mieux à détecter réellement les chutes, surtout en établissement, en chambre d'EHPAD. Avec des dispositifs bien installés et performants qui n'existaient pas il y a 10 ans. On arrive enfin à détecter la chute en instantané. Donc ça, c'est un grand progrès parce que ça fait des années qu'on parle de cette chute et de comment la détecter. En domicile, ça reste encore un peu plus compliqué parce qu'en domicile, on parle de grandes maisons
on parle ou de grands appartements, il y a parfois un sous-sol, il y a plusieurs portes d'entrée. La variété des logements. La variété des logements, des situations des personnes, l'absence de personnel sur place pour venir voir complexifie. Mais ceci dit, on arrive quand même à proposer un bon niveau de sécurisation qu'on n'avait pas il y a quelques années quand on n'avait pas les capteurs complémentaires de la téléassistance. Le lit connecté fonctionne très bien. La nuit, quelqu'un qui se lève plus de 30 minutes alors que ce n'est jamais son cas, ça va générer forcément une alerte. Ça marche très, très bien. Donc, on arrive quand même, on s'améliore sur la chute au domicile et on devient vraiment performant sur la chute en EHPAD. Et on s'améliore de plus en plus, mais on s'améliorera encore dans les prochaines années sur le côté prévention de la perte d'autonomie. On a aujourd'hui une volonté forte au niveau européen de réussir à prévenir la perte d'autonomie, faire reculer la perte d'autonomie, l'entrée en dépendance de ces populations massives qui vieillissent. Il y a des programmes en France de détection et d'évaluation de la fragilisation des personnes comme ICOP Monitor, où on va adresser un questionnaire aux personnes et venir voir s'ils commencent à avoir des pertes de capacité intrinsèque qui laissent préjuger que peut-être dans quelques temps, ils seraient susceptibles d'entrer en perte d'autonomie ou dépendance et qui vont nécessiter des prises en charge pour éviter d'en arriver là. Et avec les solutions connectées, de plus en plus, on a des données variées de différents capteurs que l'on croise et qui commencent à nous donner déjà des bonnes visions de l'état de santé des bénéficiaires à distance. Et donc, on commence à devenir performant dans le télésuivi des patients à distance pour détecter des dégradations ou des choses qui ripent ou qui vont plus très bien. On n'est pas parfait. C'est encore du travail d'innovation et de R&D qu'il faudra faire dans les prochaines années. Sûrement, dans 5 ans, on sera encore meilleur là-dessus. Mais c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup chez nous. Comment faire pour, par exemple, en plus des solutions connectées et des capteurs, récupérer les données de tous ces intervenants humains qui viennent au domicile au quotidien. Le capteur humain, c'est quand même le meilleur capteur. L'auxiliaire de vie voit très bien si le frigo est vide, si tout est périmé dans le frigo, si le robinet vient de casser et que l'eau coule par terre. Le Graal pour télégraphique, ça serait demain de croiser le capteur humain, les solutions connectées, et puis de toujours mieux prédire et accompagner dans le temps les bénéficiaires et les accompagnants. Parce qu'en fait, on voit bien que quand on propose des logiciels performants aux accompagnants, aux soignants, aux infirmières, ça apporte énormément. Il y a toujours les deux côtés. On regarde le bénéficiaire ou le résident et son confort de vie. Il ne faut pas qu'il reste par terre 2 heures, ce n'est pas possible. Mais on regarde aussi beaucoup la bonne information vers le bon personnel pour que les services humains soient mieux coordonnés, mieux optimisés, qu'ils aillent en priorité chez les gens chez qui c'est urgent, qui changent leur tournée si nécessaire, etc. On a eu des exemples avec des assistants en soins gérontologiques de nuit qui avaient étudié dans notre extranet les données, les chronographes de bénéficiaires à domicile qui ont déterminé les heures de passage la nuit où ils devaient venir en fonction des habitudes de vie des bénéficiaires et chez qui ils devaient aller et chez qui ça ne servait à rien d'aller. Et donc, ils ont changé les tournées pour aller à 11 heures le soir chez des gens dont on sait qu'ils sont encore toujours debout, qu'ils ont des nuits agitées, qu'ils ont besoin d'être calmés, rassurés, alors que ce n'est pas la peine d'aller chez ceux qui dorment déjà depuis 21 heures et qui ont un sommeil bien régulier et qui ne se lèvent pas. C'est génial, génial. Conclusion de l'émission. Conclusion, sujet génial, sujet passionnant et à la fois complexe. Et puis vaste, c'est fou, ça, c'est fou. Vaste et donc on progresse, mais on a encore beaucoup à progresser. Donc nos actualités, ça va être de toujours plus enrichir l'écosystème autour de notre plateforme. On est très à l'écoute de nouveaux partenariats avec des nouveaux dispositifs ou des dispositifs qui existent déjà, mais qui ne sont pas encore reliés pour faire se parler tous ces métiers, parce qu'on sait que c'est en faisant se parler tout ça qu'on sera d'autant plus performant pour accompagner les bénéficiaires et leurs familles. Et après, il est extrêmement gratifiant au quotidien de voir la valeur ajoutée que tout ça apporte. Donc, ça nous donne le sourire le matin quand nous allons au travail.
Super, merci Carole. Carole Zizagara, je rappelle que vous êtes CEO de Télégraphique. Merci beaucoup. Merci Frédéric.